suis Alexia Soyeux et je travaille donc chez Carbone 4 en tant que responsable marketing communication et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Présage. Comme Jean-Noël l'a introduit, on va se demander pendant cette table ronde comment on peut analyser les émissions de gaz à effet de serre et la question de l'énergie en fonction de découpages autres que ceux qui sont traditionnellement utilisés avec les 5 grands secteurs amont. Donc on a avec nous 4 chefs de projet du Shift qui se sont intéressés ou vont s'intéresser à des découpages transverses et sectoriels que sont le numérique, la santé, la culture et l'enseignement, notamment l'enseignement supérieur. Alors on va d'abord faire un petit tour pour que chacun se présente et expose en quelques mots, en quelques phrases le sujet dont il s'occupe. D'accord, donc je vais commencer. Clémence Voreux, je travaille au Shift Project depuis 2 ans et demi. Et donc, je coordonne avec Marion Berthaud, qui est quelque part dans cette salle, un projet sur l'enseignement supérieur. Donc, c'est un projet qui est né suite au constat de plusieurs membres de notre comité d'experts au Shift, notamment que les étudiants, donc beaucoup sont enseignants, que beaucoup d'étudiants, quand ils sortent du système du supérieur en France, ne sont pas très au fait du changement climatique et des processus sous-jacents de la transition énergétique. Et que donc, il y a vraiment une nécessité de former les gens qui passent par le supérieur en France, simplement parce qu'on ne peut pas faire une transition énergétique et climatique sans avoir une population qui est capable de mettre en œuvre les mesures qu'il faut pour faire cette transition. Donc notre objectif dans ce projet, c'est donc qui a été lancé début 2018, c'était de faire un état des lieux de la manière dont les enjeux énergie-climat sont abordés dans l'enseignement supérieur, toutes filières confondues, c'est-à-dire de dépasser l'idée d'avoir simplement regarder les métiers verts ou les formations destinées aux métiers verts, donc les ingénieurs des transports, des bâtiments, mais voir comment toute la population et donc toutes les catégories de carrières en fait sont formées et concernées par la transition énergétique. Donc on a publié un premier rapport intermédiaire en novembre dernier, basé sur plus de 130 entretiens avec des parties prenantes de l'enseignement supérieur. On est désormais en train de réaliser une phase plus quantitative, donc un recensement sur 36 établissements, donc leur formation, et les enjeux qui sont abordés et la manière dont ils sont abordés. Et le rapport final est prévu donc pour fin mars. Voilà. Et j'en profite pour remercier les shifters qui ont donc beaucoup contribué à ce projet sur l'enseignement supérieur. Merci à eux. Merci. Hugues Ferbeuf. Alors, moi, je m'occupe d'une activité un peu en avance de phase par rapport à celle de Clémence. Donc, il y a 2 ans, on a décidé de lancer une réflexion sur les conséquences environnementales du numérique. Donc, on s'est appuyé pour ça sur un groupe de travail et on a diffusé un rapport en octobre qui établit que les pratiques de consommation actuelles du numérique ne sont pas soutenables ni d'un point de vue énergétique, ni d'un point de vue du réchauffement climatique, et qu'il importe donc de les modifier rapidement si nous voulons que le numérique soit plutôt une opportunité pour réduire le réchauffement climatique plutôt qu'un élément qui l'aggrave. Donc nous avons donc conduit cette phase 1 donc en 2017-2018 et nous allons lancer une phase 2 cette année. Bonjour, Anaïs Rush. Donc moi je viens du secteur culturel. Je travaille plus particulièrement dans les arts visuels et la coopération culturelle internationale. Et je consacre une partie de mon temps à réfléchir sur les enjeux croisés entre le secteur culturel et l'écologie. Donc, je n'ai pas d'études, de rapports remis, d'études en cours, etc. C'est un projet, en fait. C'est l'envie de dire qu'il y a un sujet et un enjeu, en fait, dans le secteur culturel lié à la transition énergétique pour plusieurs raisons. Déjà, parce que la crise, en fait, qu'on traverse aujourd'hui, c'est une crise de modèle culturel, une crise de civilisation.
avec un message qui s'adresse à vous tous qui travaillez dans le secteur de la transition énergétique, qui est que la culture peut être une alliée en fait, de cette transition pour créer on va dire une culture partagée bas carbone. Mais c'est aussi une étude en fait, qui part d'un constat, c'est-à-dire que le secteur culturel a pris la mesure de ces enjeux et on a fait une source d'inspiration. Mais qui a aujourd'hui un fort décalage en fait, entre ce qui est créé et le processus et la manière dont c'est créé. Donc l'idée en fait, de faire passer ce message que la culture n'est pas quelque chose en fait, réellement d'immatériel. Et donc c'est une étude qui souhaite notamment s'adresser aux professionnels du secteur culturel et en troisième lieu aux usagers en fait, et consommateurs de biens et services culturels. J'expliquerai peut-être après plus en détail pourquoi l'intérêt en fait, d'une approche énergie-climat plutôt que développement durable de ce secteur. Mais voilà en quelques mots l'idée du projet. Bonjour à tous, je suis Laurie Marot, je suis maître de conférence à l'École des hautes études en santé publique, dont nous avons quelques anciens élèves, je crois, ici. C'est pour situer les personnes qui ne connaissent pas cette école, c'est l'école qui s'occupe des formations statutaires des directeurs d'hôpitaux, des directeurs d'établissements sanitaires, des inspecteurs sanitaires, etc. Donc voilà, les élèves fonctionnaires sont obligés de passer par l'école pour pouvoir après être en poste, dans des postes de direction dans les établissements de santé. Pour situer un petit peu ma position de chef de projet sur cet axe santé-climat, j'ai contacté le Shift il y a un peu plus d'un an en soulevant une question qui était j'ai l'impression d'avoir une forme de dissonance cognitive entre ce qu'on me demande de chercher dans le cadre de mes activités de recherche et aussi dans le cadre des enseignements que je réalisais sur la santé numérique à l'époque, puisque je suis spécialiste des questions de santé numérique. Donc le développement du tout numérique, du big data, de la génomique, du stockage des données, etc. Et on m'a répondu que... donc j'ai contacté le Shift à cet effet en disant j'ai la sensation qu'il y a peut-être un sujet entre ce que vous racontez, ce que les travaux du Shift exposent et ce qu'on me demande de faire de notre côté, qui est toujours plus de numérique, toujours plus d'offres de soins, une demande croissante de services de santé, etc., etc. Et on m'a répondu qu'effectivement, il y avait peut-être un sujet avec le secteur de la santé. Et j'ai dit très très bien. Donc à qui je peux m'adresser? On m'a dit à vous, pour commencer, ça serait bien. Et puis sur la question du numérique, Hugues Ferbeuf pourrait aussi être un allié de poids, puisqu'il est en train actuellement de démarrer un projet sur la ligne ICT. Donc voilà, cette idée de développer une conception d'un système de santé plus sobre a émergé il y a à peu près un an, plus sobre et de fait plus efficient, et aussi plus résilient face aux impacts du changement climatique. Juste peut-être encore en deux mots, on a évoqué ce matin les questions de santé et climat. Et effectivement, les professionnels de santé sont vraiment concernés par les questions des impacts du changement climatique sur les populations, mais on aborde peut-être moins la dimension de l'impact du système de santé lui-même sur, d'une part, les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, et sur sa potentielle vulnérabilité à la raréfaction énergétique et à la raréfaction matérielle. Donc c'est sur cet axe-là qu'on va essayer de s'appuyer. Donc en fonction de chacun des secteurs sur lesquels vous travaillez ou vous allez travailler, en quoi est-ce qu'il vous apparaît que faire cette approche transversale, même si voilà, les secteurs ne sont pas homogènes, parfois c'est un secteur, parfois c'est une activité, ou voilà. En quoi ça vous paraît indispensable d'avoir cette approche pour interpeller peut-être massivement les acteurs publics et privés, et comment est-ce que vous abordez un discours particulier, parce que j'imagine que chacun d'entre vous, enfin chacun des secteurs a une culture ou une façon, un langage particulier qu'il faut appréhender, et donc voilà, il y a un juste équilibre à trouver. Très bien, je commence à nouveau.
Moi, je trouve l'approche transverse vraiment intéressante puisqu'elle permet de responsabiliser des acteurs qui ne le sont pas par nature. Il suffit de prendre les 9 propositions du Shift pour décarboner l'Europe pour trouver les secteurs un par un dont on a décidé qu'ils étaient eux responsables de la décarbonation de l'économie, mais sans forcément prendre en compte des secteurs qui, de manière plus transverse, sont aussi impliqués dans ces différentes dimensions. Donc ça permet d'obliger des acteurs à voir quel rôle ils peuvent et ils doivent tenir dans la décarbonation de leur secteur et voilà, s'y intéresser sérieusement. Par exemple, pour le supérieur, petit à petit, il y a le cadre du patrimoine immobilier lié au supérieur qui a pris de l'importance, c'est-à-dire la décarbonation, l'isolation, par exemple, des bâtiments du supérieur, des universités. Par contre, la question d'adapter la formation, les formations qui sont proposées à un grand sujet, à un grand enjeu de société. C'est pas vraiment une approche qui est courante, forcément, qui est facile à faire dans l'enseignement supérieur. Et donc voilà, donc ça oblige à faire une remise en question du système de ce secteur-là et arriver à le remettre dans le sens un peu de l'intérêt général et des grands enjeux auxquels la société tout entière est confrontée. Un intérêt aussi de cette approche transverse, pour moi, c'est de remettre à sa place, rationaliser le débat entre la fin et les moyens. C'est-à-dire que je pense que là, dans cette table ronde, on a tous des secteurs qui sont en fait des moyens. La fin étant en fait celle du bien-être général, de l'épanouissement de la société. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Et des fois, on a tendance un petit peu à oublier cette fonction de moyen pour parvenir à un objectif. Le numérique, par exemple, qui est souvent positionné comme un objectif en soi, développer le numérique pour développer le numérique. La culture pour la culture, alors que la culture, comme disait Anaïs, c'est proposer un modèle de société aussi. La santé, c'est pareil, c'est améliorer le bien-être des personnes, c'est pas forcément essayer de soigner plus. En fait, si on soigne plus, ça veut aussi dire qu'on est plus malade, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà, et l'enseignement supérieur doit aussi être mis au service d'un modèle de société. Donc ça permet de questionner différemment des sujets qui sont souvent abordés en silo et responsabiliser ces acteurs. Puisque j'ai le micro, je vais embrayer. Pour faire le lien avec les présentations de ce matin, en gros, la solution, s'il y en a une, au réchauffement climatique, c'est de pouvoir faire évoluer à la fois les systèmes sur lesquels repose la société, économique, sociaux, culturels, et puis les comportements, de façon à finalement utiliser moins d'énergie et à repenser finalement un certain nombre de choses. Or, maintenant on ne parle pas seulement de numérique, on parle de transition numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met du numérique partout, pour tout. Et donc ça concerne aussi bien les systèmes que les comportements. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde ou presque va sur les réseaux sociaux. Et puis, nous sommes incités à numériser nos pratiques. Et ces incitations viennent d'angles multiples. Et donc, sachant qu'on ne peut pas remettre en cause le passé, mais on a encore une petite chance d'influer sur le futur, eh bien, une partie de ce que le futur sera viendra de la façon dont on en aura utilisé le numérique et de la façon dont on aura utilisé cette transition numérique. C'est pour ça que donc il est important de regarder les relations entre le numérique et le réchauffement climatique. Et il y a deux raisons supplémentaires. C'est que bien souvent le numérique, on pense que c'est immatériel, donc on n'hésite pas à s'en servir le plus possible, puisqu'a priori ça n'a pas de conséquences environnementales. Évidemment c'est faux, mais ça fait partie du problème. Et puis l'autre raison, c'est que, comme le disait Clémence, on fait l'hypothèse que le numérique va être la solution aux problèmes environnementaux des autres secteurs. C'est-à-dire que c'est en numérisant que on arrivera en fait à dématérialiser
ce qui là aussi est faux. Mais encore faut-il regarder le sujet pour s'en apercevoir. L'intérêt d'une approche sectorielle dans le secteur pour la culture, c'est peut-être commencer par en fait quantifier le débat, c'est-à-dire qu'en fait, longtemps le changement climatique a été considéré vraiment par les professionnels et les artistes dans le milieu culturel comme relevant du domaine scientifique. Donc ils s'y sont intéressés, on va dire tardivement, et comme je disais tout à l'heure, sous un angle en fait développement durable, dans lequel le volet environnemental était pas vraiment pris en considération. C'est toujours un peu le cas, même si c'est variable selon les activités, en disant que la culture elle-même, en fait, est un des piliers du développement durable, contribue à la résilience de la société, etc., crée du lien social, participe de l'économie de la connaissance. Et voilà, donc c'est toujours ces éléments-là, en fait, qui sont mis en avant en disant la culture dit, moi, je joue ma part parce que je contribue à la diversité culturelle. Donc c'est dire, voilà, c'est remettre un peu l'environnement aussi au centre du débat. Et comme je disais, surtout quantifier pour mettre en place en fait des mesures concrètes et justement pas rester de l'ordre du symbole ou de la communication. Et voir à quelles conditions justement la culture, on peut dire que la culture contribue de manière positive en fait à cette transition. Et c'est aussi faire comprendre que la culture, ce ne sont pas juste des artistes, des écrivains, des cinéastes, mais que c'est un modèle, un système économique qui est assez complexe, qui est très hétérogène, qui a des processus en fait et des modèles de production qui évoluent sans cesse, avec aussi une numérisation croissante. Ce sont des structures très, très variées, des professions multiples. Et c'est aussi, si je reprends les chiffres 2018 du dernier rapport du ministère de la Culture, c'est 44,5 milliards d'euros, c'est 2,2% du PIB, 3% de l'emploi, et ça occupe quand même une certaine partie du temps, on va dire presque la moitié du temps libre d'un Français moyen par jour. Donc c'est un peu les raisons pour lesquelles il faut s'y attarder. Pour ce qui est du secteur de la santé, je pense que les personnels de santé ont vraiment envie de s'impliquer sur la question du climat. Mais à mon avis, pardon ce jeu de mots, mais c'est encore un peu stratosphérique pour eux. C'est-à-dire que le climat, ça veut dire quoi dans leur pratique du quotidien ? C'est des gens qui sauvent les vies humaines. Donc en fait, il y a peu d'activités qui sont aussi urgentes et aussi prioritaires que le fait de devoir sauver des êtres humains. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire dans ce projet-là, Santé-Climat, qui est un travail d'énonciation, de traduction, donner des éléments discursifs pour dire, ben voilà, en fait, le climat, ça veut dire ça, ça et ça dans votre activité du quotidien. Donc, ça veut dire plus de maladies chroniques, ça veut dire plus de morbidité, plus de mortalité, ça veut dire plus de charges et de poids sur les services de santé. Est-ce que vous voulez de ça ou est-ce que vous voulez d'un autre système ? Donc une façon de s'adresser en fait aux professionnels de santé, c'est de leur faire prendre conscience que le climat, c'est la santé et que le système de santé est vulnérable au changement climatique et est vulnérable aussi aux questions énergétiques qu'on abordait tout à l'heure. Et est-ce qu'on sait dire actuellement quelles sont, grosso modo, les contributions de chacun de ces quatre secteurs-là aux émissions ? Et est-ce qu'ils ont des impacts spécifiques ? Donc pour la santé, par exemple, c'est quoi les gros postes d'émissions ? Enfin, il y a la consommation d'énergie, j'imagine, les ressources. Alors, on n'a pas commencé encore le travail d'étude. Oui. On lance l'étude, mais on a des petites idées. Alors, par exemple, si on prend un CHU comme un centre hospitalier universitaire, comme celui de Caen, qui est, il y a presque 1500 lits à Caen, vous avez l'équivalent en émissions carbone d'une ville d'à peu près 5000 personnes. Donc il y a à peu près 3200 établissements sanitaires en France, donc établissements de santé, là où vous recevez des soins cliniques. Vous avez à peu près 16 000 établissements médico-sociaux. Donc en fait, l'addition monte vite. Enfin, en gros, même en considérant que tout le monde n'est pas un CHU et que tout le monde n'a pas 1500 lits, ce qui est évidemment loin d'être le cas,
si vous faites un calcul de coin de table, vous arrivez au fait que les établissements de santé consomment autant qu'une ville de 10 millions de personnes, quoi, en gros. Donc c'est beaucoup, c'est l'Île-de-France. Pas tout à fait, mais bon, on n'est pas loin. Donc en fait, c'est très impactant. Et je ne suis pas certaine que, pour le coup, le monde de la santé soit conscient de cet impact sur le changement climatique. Et de fait, la priorité, c'est de soigner, la priorité, c'est de protéger les populations. Dans quelle mesure l'impact de ce système de santé est-il ou pas délétère sur les populations? A-t-il un effet délétère? Oui, alors justement sur la question des chiffres dans la culture, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'objectif de cette étude, c'est de mettre des chiffres en fait, de quantifier. Donc je suis pas en mesure aujourd'hui de dire quelle est la part justement de. Mais sur les gros postes qu'on peut imaginer, c'est le transport. C'est la question aussi, c'est-à-dire que une des idées, c'est de regarder quels sont en fait les principaux postes, parce qu'on a tendance à penser en fait que c'est effectivement la production. Et quand on regarde par exemple EcoProd, qui est un collectif des professionnels du secteur de l'audiovisuel, ils ont fait donc une étude la dernière, je sais plus, début des années 2010, je ne saurais plus trop dire quelle année exactement. Selon eux, ce secteur, c'est 1 million de tonnes équivalent CO2 par an. Un quart, c'est des tournages. Mais aujourd'hui, ils sont en train de refaire un bilan carbone élargi, en prenant en compte en fait le consommateur, l'usager en fait, celui qui regarde ces séries télé, qui regarde ces films, etc. Et ça change clairement la donne, parce qu'on le voit par exemple, le Louvre a fait un bilan carbone, le dernier en 2014, c'est quasiment 4 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Et en fait, 98,9%, ce sont les visiteurs. Sachant qu'en fait, là aussi, il y a un lien, un message qu'on aimerait faire passer en fait au secteur culturel, et notamment le patrimoine, musées, les œuvres, etc. C'est qu'il y a un risque physique qui peut avoir un impact ensuite sur les fréquentations touristiques. Et on voit, alors c'est pas forcément une mauvaise chose, mais à court terme, le Louvre, c'est quand même, l'année dernière, c'était un peu plus de 10 millions de visiteurs, et les 3/4, c'est des touristes étrangers. Donc voilà, c'est un message aussi à faire passer aux établissements culturels. Mais voilà, globalement, on ne peut pas encore quantifier, et l'objectif, c'est justement de parler sur une base un peu commune. Alors justement, là, les touristes étrangers prennent beaucoup l'avion. Donc tout le monde est conscient du fait que le transport aérien est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Alors, il représente en fait entre 2 et 2,5% du volume des émissions. Eh bien, le numérique, c'est plus. Le numérique, c'est entre 3,5 et 4%. Donc, c'est presque 2 fois plus. Et donc ça, c'est une première conclusion absolument contre-intuitive et en général inconnue. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est le taux de croissance. C'est-à-dire que le taux de croissance des émissions venant du numérique, c'est entre 8 et 10% par an. Ce qui veut dire que ça double en 8 ans. Ce qui veut dire aussi que il y a un scénario qui n'est pas du tout impossible, qui consisterait à ce que d'ici 2025, le numérique soit plus fortement émetteur de gaz à effet de serre que l'automobile. Voilà, donc c'est juste pour donner une idée de l'ampleur du problème. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, c'est un petit peu difficile à dire aussi, dans le sens où il y a l'impact qui ressemble un peu à celui du secteur de la santé, en fait, qui est simplement l'impact d'un gros rassemblement de personnes qui utilisent des services à un endroit donné, donc l'acheminement de ces personnes, l'isolation du lieu, tous les services administratifs et autres qui l'accompagnent, les déchets produits, les transports. Voilà, donc il y a un petit peu tout ça. Dans les deux cas, c'est un service civique en grande partie, d'intérêt général, au moins à l'origine, et dont l'impact, voilà, c'est surtout celui des infrastructures, et c'est le premier qui est identifié.
Et puis c'est dans les deux cas un service suffisamment ancien pour s'être constitué à une époque où les enjeux de changement climatique n'existaient pas. Donc c'est pas une question qui fait partie de l'approche qui caractérise ces services et ces secteurs du coup. Après, il y a un impact très indirect de l'enseignement supérieur, donc qui est celui que nous on traite au Shift, qui est celui de des formations en fait, qui est qu'en fait l'enseignement supérieur peut être considéré comme être à l'origine du changement climatique d'une certaine manière, puisqu'il est à l'origine du progrès intellectuel qui a aidé l'humanité à se développer et à émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Voilà. Donc à la fois c'est exactement la cause du problème, ou ça peut être identifié comme tel, et c'est en même temps potentiellement la solution au problème, puisque ça peut aussi être un effet qui peut être retourné. Voilà. Et donc par exemple les universités aujourd'hui sont gérées par des fonctionnaires qui aujourd'hui, dans leur formation, n'ont pas ces enjeux qui sont intégrés, donc qui sont formés par des fonctionnaires aussi, donc qui continuent à gérer ces universités sans tenir compte des enjeux liés à la transition. Donc ça, c'est des impacts qui sont, je pense, impossibles ou très très difficiles à évaluer. Après, le supérieur, c'est aussi là que sont formés les journalistes, les élus, les parents, les directions d'entreprises ou de services publics. Donc c'est un peu un cercle vicieux de là où est créé ou non la capacité à répondre aux enjeux liés au changement climatique, ou au contraire à aggraver le problème. Donc c'est un petit peu, pour le coup, cet impact difficile à estimer. Mais comment est-ce que vous qualifieriez le degré de prise en compte de l'urgence de ces sujets sur l'enseignement, par exemple? Le degré de prise en compte, il est partiel. Et il est limité à des individus aujourd'hui ou quelques initiatives très localisées. C'est un peu le problème de ces approches transverses, c'est que certains individus, dont certains sont parmi vous en fait, qui sont parfois dans des secteurs où le sujet n'est pas vraiment au cœur de l'approche du secteur, mais qui prennent conscience que en fait, ça les concerne aussi. C'est aussi, nous, chez les shifters, chez les bénévoles, c'est quelque chose qui remonte beaucoup, des gens qui se rendent compte, en fait, il y a ça aussi, et ça, on m'en avait pas parlé avant. Donc, il y a beaucoup d'initiatives individuelles qu'il faut valoriser, des enseignants qui font des choses, des étudiants qui se mobilisent, on le voit avec le manifeste pour un réveil écologique, et des directions d'établissement aussi qui ont vraiment envie de se mobiliser sur ces sujets-là, qui ne sont pas forcément accompagnés par le cadre général de l'enseignement supérieur. Donc c'est la massification qui n'arrive pas à être atteinte alors qu'il y a des choses. Donc le degré de prise de conscience aujourd'hui, il est il est très parcellaire, et c'est un petit peu le problème dans l'enseignement supérieur. Oui, je pense qu'il y a deux questions dans la question. Il y a quel est le degré de prise de conscience, et puis quel est le degré d'action une fois que la prise de conscience est faite. Donc si on regarde les professionnels du numérique, je dirais que le degré de prise de conscience, il est sans doute plus élevé que dans le grand public, parce que justement, ce sont les gens qui font tourner le système et qui savent très bien que le numérique, c'est tout, sauf immatériel. Et c'est eux également qui voient s'empiler les équipements d'année en année, au fur et à mesure que la demande croît et qu'on invente de nouveaux services. Donc la prise de conscience, je dirais, elle existe au moins à un niveau qualitatif, pas forcément en termes de compréhension au niveau d'une entreprise, quel est l'impact du numérique sur l'empreinte carbone. On n'en est pas là. Ensuite, quel est le degré de mise en action? Alors là, il est très très faible. Il est très très faible pour deux raisons. La première, c'est que même si les gens veulent, ils se sentent un peu désarmés. À savoir qu'aujourd'hui, c'est pas les informaticiens qui, on va dire, sont de façon principale à l'origine de l'inflation des volumes d'équipement. Les informaticiens, ils mettent en place des infrastructures qui répondent aux besoins qui viennent de leurs clients internes. Et aujourd'hui, ils ont peu de prise sur leurs clients internes. Donc, même quand ils sont conscients du problème, ils se sentent un peu désarmés.
puis la deuxième raison, c'est qu'ils doivent déjà gérer un réseau de contraintes qui est fort entre performance, qualité de service, réduction des coûts. Et donc rajouter là-dessus une contrainte environnementale, c'est se compliquer certainement la vie, et c'est jamais facile de prendre soi-même cette décision. Donc sur la question de où se joue cette prise de conscience, c'est effectivement dans le secteur culturel, comme je le disais tout à l'heure, c'est avant tout en fait dans les contenus, les programmations. Vous voyez bien le nombre de séries en fait qui sortent là-dessus, le succès de la climafiction, comme on l'appelle, le nombre de films, voilà, ou le nombre d'artistes qui sont fascinés par ces questions d'effondrement, de fin du monde, voilà, tout ce que ça peut entraîner. Voilà, donc il se trouve plutôt de ce côté-là que du côté du processus, comme je disais tout à l'heure, même si c'est extrêmement variable en fait selon les secteurs, avec un engagement, on va dire, de l'État assez faible, du ministère de la Culture, et peut-être les initiatives se trouvent plutôt au niveau des territoires, au niveau des villes. Peut-être, voilà, les premières initiatives, en tout cas, qui ont été rendues visibles, c'était plutôt du côté des festivals, notamment de musique actuelle, voilà, qui même ont, pour certains, même construit en fait leur image autour de ça, avec une approche qui est quand même, on va dire, ce qu'on appelle l'approche des petits pas, où on fait aussi porter la responsabilité, on va dire, sur l'usager. Mais voilà, c'est plutôt, et c'est de l'ordre des initiatives. Alors il y a des échanges de bonnes pratiques, effectivement, qui se font entre collectifs festivaliers, mais il n'y a rien, on va dire, de systémique. Et en termes de modèle, il n'y a rien qui est encore vraiment actionné. Oui, je vais rebondir sur la vision systémique. Au sein, par exemple, de l'EHESP, il y a des gens qui sont très, très conscients du problème climatique et environnemental. Ce sont les personnes qui travaillent au département environnement-climat, santé, environnement-climat. Donc, eux, ils sont très, très conscients du problème. Et moi, je travaille à l'Institut du Management. Et je ne me rappelle pas de la dernière fois que j'ai vu passer les termes réchauffement climatique et raréfaction énergétique ou contrainte énergétique. Ce n'est pas le sujet de mon département. En fait, au sein du secteur de la santé, il y a une forte aussi disciplinarité et sectorisation, c'est-à-dire que les personnes qui vont s'occuper du climat vont s'occuper de ça et de pas autre chose, et les personnes qui vont s'occuper de management, de finance, de RH, de gestion, d'administration vont s'occuper de ça et de pas autre chose. Et du coup, il n'y a pas de discours transversal, et le climat est quelque part où le développement durable est vu comme une discipline supplémentaire, et ce n'est pas intégré dans la culture des managers d'hôpitaux, que c'est quelque chose qui est crucial et qui doit être un déterminant, un critère majeur de décision stratégique aujourd'hui. Quand vous discutez avec un directeur d'hôpital, est-ce que pour vous c'est important le développement durable ? Il va vous dire oui, c'est très important, mais enfin, j'arrive déjà pas à respecter mes normes de sécurité. Donc, on verra pour les normes de développement durable plus tard, quoi. Donc, on n'en est pas encore à se demander à quoi pourrait ressembler un système de santé ou la culture dans un monde en forte contraction énergétique ou avec moins de ressources. Oui, d'ailleurs, du coup, je reprends la parole. On va faire il y a le Lancet, là, qui est une revue médicale scientifique très connue, qui sort depuis 3 ans, le Lancet Countdown, donc le compte à rebours sur la santé et le climat, et qui s'intéresse aux impacts sanitaires des effets du réchauffement climatique et même aux impacts sur les infrastructures de santé. Donc c'est des rapports annuels qui sont très riches et très importants, et c'est formidable d'avoir cette matière-là. Seulement, quand ils développent des solutions, notamment en termes financiers, politiques, voilà, ils ne prennent pas nécessairement en compte la contrainte énergétique, la contrainte de ressources matérielles et le fait que le système de santé soit lui-même émetteur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, c'est pour revenir à ce que... Voilà, ouais. C'est pas de... Du coup, je ne sais pas si vous voulez encore commenter. Mais quel levier d'action, et puis peut-être aussi sur les études du chiffre qui ont déjà été faites, quelle suite, qu'est-ce que ça donne, comment vous arrivez à le porter auprès de décideurs, d'institutions ? Je ne peux pas répondre à la deuxième partie.
Mais sur la première partie, les leviers d'action, c'est un petit peu, ce sera aussi un peu un des résultats en fait de cette étude. L'idée, dans un monde, on va dire, contraint 2 degrés et plus, c'est pourquoi pas passer en fait plus de temps par jour au loisir, à la culture. L'idée, c'est pas d'arbitrer entre les secteurs, c'est ou la santé ou la culture, on sait pas du tout l'idée. C'est pas l'objectif, c'est pas non plus en fait d'arbitrer, on va dire, d'intervenir sur les questions de contenu artistique, même si, comme je disais tout à l'heure, on peut s'appuyer sur ça. C'est pas non plus de dire va plutôt au musée qu'au cinéma parce qu'en fait ton empreinte carbone elle est mieux quand tu vas. Enfin, c'est pas, et puis ça marchera pas parce que la culture ça ne marche pas comme ça. C'est l'idée de dire quand même que ça reste un droit humain en fait, et que l'idée c'est de continuer à préserver cette diversité culturelle, y compris en termes de création, mais voilà, justement définir en fait ces leviers pour voir comment on peut réduire cette empreinte-là. Mais voilà, ce sera plutôt le résultat de l'étude, que je peux pas annoncer grand-chose pour l'instant, même si on a quelques hypothèses, mais voilà. Alors, première partie de la question. Donc, peut-on imaginer un numérique qui ne soit pas problématique pour l'environnement ? Alors, d'une certaine façon, la réponse est oui, et ça fait partie de ce que l'on a écrit donc, dans le rapport du mois d'octobre. On voit bien qu'en modifiant nos pratiques de consommation, on peut faire revenir la croissance de la consommation énergétique à un niveau beaucoup plus gérable, de l'ordre de 1% par an, ce qui est dans la moyenne de tous les secteurs. Et ça, c'est possible, non pas en aboutissant à une situation de cyber-abstinence, pour reprendre un mot qu'on commence à avoir utilisé, mais simplement en ayant plus conscience de ce qu'on fait. Et quelqu'un employait ce matin le terme d'économie domestique. En fait, c'est avoir une approche d'économie domestique sur ses usages numériques, ni plus ni moins. Et ça continue à permettre une croissance du trafic de l'ordre de 15 à 20% par an. Donc on est loin de trop se serrer la ceinture, et c'est parfaitement compatible avec le fait de pouvoir laisser accéder au numérique les gens qui aujourd'hui n'y ont pas accès. Première partie de la réponse à la première question. Deuxième partie de la réponse, en fait, se poser la question d'un numérique compatible avec l'environnement, c'est quelque part questionner le numérique tel qu'il est aujourd'hui, qui est en fait l'aboutissement d'une approche consumériste depuis plusieurs dizaines d'années, mais notamment depuis les années 70. Et donc, je dirais, c'est à la fois l'opportunité de se poser la question de façon plus large, et sans doute un peu la limite. C'est-à-dire que si on remet en cause l'usage numérique, ça veut dire qu'on a fait aussi une démarche personnelle qui va nous conduire à remettre en cause d'autres comportements. Donc on va explorer tout ça cette année, et je dirais en 2020, j'aurai peut-être plus de choses à vous dire sur le sujet. Deuxième question qui est, est-ce qu'on arrive à faire progresser les idées sur la question ? Je dirais, globalement, on est content des échos qu'a eu le rapport qu'on a publié au mois d'octobre. On observe également qu'il y a de plus en plus de conférences, d'articles, de livres qui vont dans le même sens, c'est-à-dire vers ce qu'on a appelé la sobriété numérique. Et les choses qui poussent à faire ça ne viennent pas uniquement d'ailleurs de considérations environnementales. Pour reprendre le domaine de la santé, on s'aperçoit aujourd'hui que l'abus de consommation numérique a des conséquences sanitaires et médicales incontestables. Et donc c'est une raison de plus, je dirais, pour s'interroger sur ces pratiques.
Et puis, bon, il y a également d'autres questionnements qui existent en termes de confidentialité des données, souveraineté, etc. Donc, on voit bien que continuer dans la direction où on va depuis une trentaine d'années sans se poser de questions créer un certain nombre de risques et est susceptible de créer un certain nombre d'impasses. Donc, je dirais que oui, moi j'ai le sentiment que les idées progressent. Maintenant, progressent-elles assez vite? Je ne sais pas. Et surtout, il ne suffit pas qu'elles progressent, il faut qu'elles mènent à des actions. Alors, on en est encore loin. Pour le supérieur, du coup, c'est outre les aspects matériels qu'on a déjà mentionnés, finalement plutôt donc liés aux infrastructures, où déjà beaucoup de choses sont faites, même si beaucoup d'acteurs argueraient qu'il manque beaucoup de moyens pour arriver aux objectifs de décarbonation du matériel. La formation, encore une fois, c'est un des gros leviers du supérieur en France. Formation initiale, qui est celle qui nous intéresse, nous, au Shift, en ce moment, sans oublier la formation continue, puisqu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui ne reviendront pas dans le supérieur, ou en tout cas en formation initiale tout de suite. Donc voilà, la formation continue qui permet de toucher plus de gens. Après, le problème, ou en tout cas une des caractéristiques du supérieur en France et qui fait qu'on s'y intéresse, c'est que c'est un univers très complexe avec un grand nombre d'acteurs qui ont chacun leur logique propre et leur rapport de force. Et pour l'instant, de ce qu'on voit, en grande partie, ces acteurs se renvoient la balle sur je peux rien faire parce que le cadre n'est pas favorable à cause de tous ces autres acteurs. Et donc en fait, on ne voit pas vraiment une chose qu'il faudrait faire ou un acteur qui serait responsable. Il faut surtout que tout le monde bouge en même temps. Donc on a vu, j'ai dit plutôt qu'il y avait déjà des initiatives qui existaient. Et souvent, c'est ce qu'on nous dit, mais il y a des initiatives. Oui, il y a des initiatives, mais pour l'instant, c'est une partie infime de l'enseignement supérieur, donc ça ne suffit pas. Mais du coup, comment créer le cadre général qui fait qu'on a envie, on peut mettre en place plus de formations et intégrer dans les formations existantes les enjeux liés à la transition. En fait, c'est tous ces acteurs en même temps qui doivent se mobiliser. Donc à la fois les enseignants, donc il y en a beaucoup qui font des choses, mais parfois qui n'ont pas le soutien de leur direction, donc ça les empêche d'avancer en fait. Les étudiants, des fois, peuvent aussi être moteurs, mais ils ne peuvent pas non plus faire des choses seuls. Parfois, c'est les directions qui ont envie de lancer des modules, mais ils n'ont pas forcément le soutien de leurs enseignants, ou alors manque de matière pour arriver à lancer ce module, ou alors disent on n'est pas incité parce que le ministère nous met des barrières, le cadre du supérieur et de la recherche n'est pas favorable. Par exemple, aujourd'hui, on nous parle d'un manque d'encouragement à l'interdisciplinarité qui est intrinsèque à la transition, mais du coup qui fait qu'on ne peut pas traiter la transition dans une discipline, puisque c'est l'affaire d'aucune discipline à part entière. Donc ça bloque, où on nous dit aussi que les enseignants aujourd'hui ne sont pas encouragés par le système de supérieur à enseigner. Voilà, donc des fois on nous dit aussi que le cadre simplement n'est pas favorable pour donner envie aux acteurs du supérieur de faire des choses. Donc il faut arriver à créer ces incitations qui peuvent venir donc de l'État, même si ça ne fait pas forcément consensus, mais au moins mettre le sujet à l'agenda. Donc nous, c'est l'objectif de notre rapport au Shift, c'est au moins simplement qu'on en parle, simplement. Et puis après arriver à user de tous les autres leviers qui existent, donc tous les organismes d'évaluation et d'accréditation des formations qui peuvent aussi faire des choses en favorisant l'enseignement de la transition dans toutes les formations. Ça peut être aussi d'autres acteurs comme les classements, les labels, qui font partie de l'univers et du panorama du supérieur. Et puis il y a d'autres acteurs aussi, les collectivités qui peuvent faire des choses, les médias aussi, qui pourraient aussi encourager davantage à ces sujets-là. Donc il y a vraiment tout ce panel d'acteurs, dont pour l'instant chacun ne veut pas forcément tout porter à lui seul. Il y a des initiatives qui existent, mais il faut qu'ils arrivent à tous bouger ensemble pour enclencher le mécanisme. Donc c'est compliqué, mais on va quand même essayer. Donc ça passe au Shift, du coup, c'était aussi la question, ça passe par beaucoup de portages, beaucoup de rendez-vous pour expliquer tout ça, pour raconter tout ça, et rendre ça compréhensible par un maximum de gens. Voilà. Est-ce qu'on passe aux questions ? Ah, plein de questions, super. Merci, bonjour, André Jean Guérin, membre du comité
prévention, précaution pour la santé publique et l'environnement. Et merci pour cette vision transversale. Souvent, elles sont plus pertinentes et plus explicatives sur la façon de répondre à des questions. Moi, je voudrais focaliser un tout petit peu sur la santé. Au-delà de l'impact des établissements de santé et de ce qui peut être fait pour améliorer, est-ce que la question de la santé par rapport à la question du climat ne doit pas être regardée dans un champ plus vaste? Je pense précisément à l'alimentation, puisque aujourd'hui, bien des débats évoquent cette articulation entre alimentation et santé, au sens du bien-être, au sens de la santé durable en quelque sorte, et non pas simplement des soins apportés à une pathologie particulière. Donc, lien avec l'alimentation. On sait que l'alimentation est probablement, si on intègre la production agricole, transport, transformation, etc., c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en transversal. Donc voilà, réflexion. Deuxième chose, on sait que la mobilité de proximité peut aussi, lorsqu'elle est faite avec des déplacements, la marche à pied, le vélo, d'autres choses, un facteur de bonne santé et de bonne santé durable. On sait que ça répond aussi à un enjeu d'émissions de gaz à effet de serre important. Et puis, on l'a vu accessoirement avec le numérique. Moins de numérique, c'est plus de santé et c'est probablement aussi moins d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un scope élargi sur les questions de santé en quelque sorte? Merci. Alors oui, d'ailleurs il y a un spécialiste de la question, alors pas pour l'alimentation et la mobilité, mais du sommeil, docteur Lenné, qui a posé une question ce matin, spécialiste du sommeil, et met en avant justement le fait que c'est les 3 piliers de la santé ou du bien-être, c'est l'alimentation, la mobilité et le sommeil. Dans le cadre du rapport, là, en fait, c'est simplement que c'est difficile à circonscrire parce que le bien-être humain, ça peut potentiellement s'étendre à beaucoup de domaines et beaucoup d'activités humaines. Je pense que l'alimentation, elle fait aujourd'hui partie des domaines primordiaux. Et effectivement, elle peut être aussi traitée en sectoriel parce que c'est transverse à l'agriculture, c'est transverse au transport, c'est transverse à... Voilà. Dans le cas présent, on se concentre sur plutôt les établissements de santé et le fonctionnement des établissements de santé. Mais évidemment que ça serait pertinent de prendre en compte l'alimentation et la mobilité dans un spectre plus large. Ce n'est pas l'intention première du rapport aujourd'hui, simplement parce qu'on a une nécessité de circonscrire le sujet. Mais par la suite, je pense que c'est évidemment pertinent d'étendre la notion de santé à celle de bien-être. De toute façon, elle est déjà aujourd'hui définie en tant que bien-être. La santé, elle n'est plus définie comme une absence de maladie depuis très longtemps. Hein. C'est défini comme un bien-être global par l'OMS. Et donc, de fait, l'alimentation, la mobilité, le sommeil rentrent complètement dans cette définition du bien-être et doivent être pris en compte. Donc, si on s'intéresse à la santé, on s'intéresse aussi à l'alimentation, on s'intéresse aussi à la mobilité, on s'intéresse aussi aux conditions de vie, on s'intéresse aussi au cadre social. Voilà, c'est simplement qu'il fallait circonscrire le sujet. Sinon, je suis complètement d'accord. Jean-Pierre Giraud, je suis consultant transport. J'aurais 2 questions. L'une sur l'Estonie. Oui, je me lève. Dans le bilan intérêts et inconvénients du numérique, est-ce qu'il y a eu un bilan qui a été fait avec l'Estonie où tout est devenu très dématérialisé au niveau papier, au niveau transport? C'est un pays étonnant à ce niveau-là, c'est ma première question. Et la deuxième, il me semble que plus que la santé et le culturel, c'est le sport qui pose problème. N'importe quel dimanche, tous les matchs de foot, c'est pire que Paris-Dakar ou que les 24 heures du Mans. En déplacement de voiture, c'est des 10 000, des 20 000 sur chaque stade. Et au point de vue Internet, et la moitié des chaînes de télé, c'est quasiment des chaînes sportives. Et puis il y a tous les ados qui sont là, enfin tous les accros qui suivent tout le match sur leur portable. Donc il me semble que là, il y a une consommation énorme. Et est-ce que ça fait partie des recherches du Shift? Est-ce que vous avez étudié ça?
Alors, donc je me permets de répondre sur le sport. On ne l'a pas étudié, mais c'est un secteur comme un autre et un jour peut-être. Ouais, donc sur l'Estonie, non, on n'a pas regardé en détail. Alors je ne connais pas l'empreinte numérique de l'Estonie, mais je pense que l'Estonie ne la connaît pas non plus. Ça fait partie du problème dans le problème. Ensuite, est-ce que la numérisation tous azimuts de l'Estonie a conduit à une réduction de l'empreinte carbone du pays? Je ne sais pas. Je parle bien de l'empreinte, pas de l'inventaire. Et puis, donc, est-ce que c'est un modèle à suivre? Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Je pense que ça doit s'intégrer dans une réflexion effectivement plus globale sur comment on veut que la société fonctionne et à quoi on veut que le numérique serve. Autrement dit, je pense qu'on ne peut pas simplement répliquer le modèle estonien au cas français, bon, ce qui n'empêche pas de s'y intéresser. Je veux une réponse de Normand. Sur le sport, je vais vous répondre de façon plus globale. C'est clair qu'aujourd'hui, ce qui draine la grande majorité du trafic dans les data centers et les réseaux, ce sont des usages de loisirs du numérique, et notamment des usages vidéo. Alors, est-ce que le foot est plus responsable que les petits chats sur YouTube? Je ne suis pas certain. Ce qui aggrave le problème, c'est qu'on est passé de dispositifs techniques où tout le monde acceptait de regarder la même chose au même moment à des dispositifs techniques qui permettent à chacun de regarder ce qu'il veut au moment où il le veut. Ce qui fait qu'en fait, on multiplie les flux énormément. Et donc là, je dirais que ce n'est pas tellement un problème d'occupation, de loisirs, c'est plus une tendance, j'allais dire, à l'individualisme, parce que finalement, on veut absolument être maître à tout moment de ce que l'on veut regarder ou de ce qu'on ne veut pas regarder. Voilà, donc je dirais que non, le football n'est pas forcément un problème en soi, surtout si ça donne aux gens d'aller après sur le terrain, et donc en faisant du sport, ils seront moins malades. Par contre, clairement, si ça les incite à rester sur leur canapé et à regarder des vidéos ou des films tout le temps, on sait que ça favorise l'obésité, n'est-ce pas Laurie? Et par ailleurs, si en plus ils font ça juste avant de se coucher, on sait que ça détériorera la qualité de leur sommeil, donc ce sera également néfaste pour leur santé. Voilà. Je m'étais déjà fait la réflexion que je trouve que le sport peut être un bon moyen de sensibiliser, parce que dans toutes les compétitions internationales, on voit que c'est de plus en plus difficile d'organiser des matchs de foot ou de tennis parce que les conditions de chaleur ou de sécheresse sont difficilement tenables. On fait des matchs de foot la nuit parce qu'il fait trop chaud, etc. Au feeling, je me dis que ça pourrait être un bon vecteur de conscientisation. Oui, bonjour, Nathalie Nabusset. J'avais aussi une remarque par rapport à cette partie numérique, parce qu'il y a quand même beaucoup de pans de l'industrie, de l'économie, qui utilisent le numérique pour réduire leur empreinte carbone. Enfin, on le voit avec le télétravail, les évolutions vers le numérique dans le domaine de la santé aussi. Enfin, il y a énormément, il y a ce potentiel-là à prendre en compte. Donc, je voulais savoir si ça rentrait en ligne de compte dans votre analyse. Et par ailleurs,
Vous parliez aussi ce matin de l'importance pour que le changement soit accepté par tous, qu'il soit égalitaire. Et le numérique est aussi potentiellement vecteur de cette égalité, que ce soit l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Il peut apporter en tout cas des éléments importants et positifs. Donc je voulais savoir comment vous arriviez à l'intégrer dans votre analyse et si on arrive à avoir justement une compréhension suffisamment globale, suffisamment fine pour savoir, comme vous disiez tout à l'heure, quelle stratégie on doit définir et ce vers quoi on doit pousser les politiques, la société en général. Alors, merci de ces deux questions. Je commence par la deuxième. Donc, le numérique est-il facteur d'égalité ? Je vous invite à lire le récent rapport du Défenseur des droits qui vient de pousser un cri d'alarme justement en attirant l'attention sur le fait que la généralisation de la numérisation d'un certain nombre de procédures était excluant pour quasiment 25% de la population. Donc le numérique, non, n'est pas en soi un facteur d'égalité. Et ce que je viens de dire, on l'observe dans tous les pays, que ce soit les pays développés ou les pays en développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas seulement des fractures, des inégalités entre pays développés et pays en développement, mais on a une approche du numérique qui en fait accroît la fracture à l'intérieur des pays entre les gens qui sont digital literate et puis les autres. Donc non, le numérique en soi n'est pas facteur d'égalité, tout dépend de la façon dont on s'en sert. Quant à la première question, le numérique est-il un moyen effectif de réduire l'empreinte environnementale de ce qu'on numérise ? Eh bien, pas forcément. Vous avez pris l'exemple du télétravail. Alors effectivement, intuitivement, on se dit le télétravail, on va avoir des gains très importants. En fait, non. Toutes les études qui ont été faites montrent qu'il y a un gain, mais il est de quelques pourcents. Il n'est pas du tout de 20, 30, 40% comme on pourrait le croire. Tout simplement parce que quand on se met à télétravailler, on se met aussi à faire d'autres choses. Et donc c'est justement ces autres choses qui font que on ne réduit pas globalement autant qu'on le pense l'empreinte environnementale. Donc il ne suffit pas de numériser, de remplacer une interaction physique par une interaction numérique pour que l'impact direct et indirect de ce changement soit positif en termes environnementaux. Je complète ma réponse en disant, en fait, aujourd'hui, personne n'est capable de montrer que le numérique, effectivement, permet de réduire l'empreinte environnementale. On est capable de démontrer le contraire sur certains sujets, mais pas sur tous. Et donc, la conclusion, c'est qu'il ne faut surtout pas partir du principe que c'est parce qu'on numérise quelque chose qu'on va retirer un bénéfice environnemental. En fait, on en retirera un bénéfice si, en numérisant, on modifie aussi un certain nombre de conditions limites des usages qui font que, globalement, on va atteindre l'objectif. Mais, et je finis, ce qui est particulièrement dangereux aujourd'hui, c'est justement cette croyance que, grâce au numérique, on va trouver des solutions. Parce qu'en faisant ça, on ne recherche pas justement suffisamment les modalités qui vont permettre au numérique de jouer le rôle qu'on attend de lui. Et surtout, on s'exonère de remettre en cause d'autres choses qui seraient peut-être plus efficaces pour réduire l'empreinte environnementale. Donc, cette question-là est sans doute la plus épineuse de toutes en termes de relation entre le numérique et l'environnement. Juste sur le télétravail, je me sens obligée de rebondir pour vous conseiller d'aller lire le rapport du Shift pour décarboner la mobilité dans les zones de moyenne densité qui aborde le télétravail et qui montre justement que les effets rebonds pourraient, en fait, on ne sait pas, mais potentiellement pourraient compenser les effets positifs du télétravail, donc l'impact du numérique, mais aussi le fait que les gens vont potentiellement aller habiter encore plus loin de leur lieu de travail et faire des trajets encore plus longs. Donc tous les effets comportementaux liés à l'usage du numérique, voilà, c'est quand même un gros facteur, un gros point d'interrogation.
pour ce qui est de la santé numérique, je vais vous inviter à une petite expérience de pensée. Donc, on imagine souvent que la télémédecine, c'est remplacer justement l'interaction physique par une interaction virtuelle. Donc c'est souvent la téléconsultation qui vient à l'esprit des gens, sauf que le premier acte de télémédecine qui est réalisé aujourd'hui en France, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il est réalisé, c'est la téléexpertise. C'est le coup de fil à un collègue expert sur un sujet pour avoir son opinion sur un cas de patient. Donc ça existe déjà depuis très longtemps. C'était plutôt des interactions téléphoniques et on est en train de transformer ça par des interactions mail, avec des images, des dossiers patients informatisés, etc. Donc ça c'est un premier point. Donc vous imaginez après, qu'est-ce que pourrait être une téléconsultation? Comment ça pourrait réduire, par exemple, les impacts carbone. Donc vous avez, je ne sais pas, Mémé qui est au fin fond de la Creuse et qui a besoin d'une téléconsultation. Alors comment ça se passe? Donc soit Mémé est relativement autonome et il faut amener jusqu'à elle l'ensemble du dispositif de télémédecine, donc avec aussi un personnel soignant pour l'accompagner et éventuellement un formateur sur les outils numériques, ou alors le formateur est aussi le personnel soignant. Soit Mémé n'est pas autonome, elle est déjà dans un EHPAD, donc dans un établissement pour personnes âgées et dépendantes, et auquel cas vous avez peut-être un local qui est consacré à la télémédecine. Donc là c'est pareil, il faut amener cette personne-là dans ce local, préparer le local et mettre en route donc le service de téléconsultation. Vous avez toujours une personne qui accompagnera notre chère Mémé physiquement, qui sera toujours physiquement présent avec elle, donc un personnel soignant ou un médecin d'ailleurs, quand vous réclamez l'avis d'un expert. Et en face, vous mobilisez donc des expertises, donc des gens qui sont dans des CHU, dans des centres hospitaliers par exemple, ou qui sont dans des cabinets privés et qui doivent aussi prendre de leur temps, se mettre dans une salle spécifique ou aller chercher du matériel spécifique pour pouvoir réaliser cette téléconsultation. Donc en fait, on va remplacer l'échange physique par un échange. Donc oui, là, vous avez par exemple, vous avez supprimé un déplacement physique pour un médecin spécialiste qui serait par exemple venu en EHPAD ou venu au domicile, mais vous avez peut-être généré un déplacement d'un personnel soignant pour accompagner la personne âgée. Vous avez généré du stockage numérique, vous avez généré du flux. Voilà. Donc en fait, il y a tout un tas d'autres impacts qu'aujourd'hui on ne voit pas nécessairement au premier abord quand on parle de santé numérique. Donc effectivement, c'est assez difficile aujourd'hui de se prononcer sur le fait que ce sera un gain, surtout qu'en plus, quand vous voyez Mémé en téléconsultation, peut-être que dans une autre situation, elle n'aurait pas fait appel à la téléconsultation, mais elle n'aurait peut-être pas fait appel du tout au médecin. Et donc en fait, vous créez des besoins de santé, parce qu'à partir du moment où vous pouvez avoir accès aux patients, vous avez accès à des besoins de santé. Et à partir du moment où vous révélez des besoins de santé, vous êtes obligé d'y répondre. Donc en fait, il est probable que la télémédecine aussi augmente l'offre de soins et donc les dépenses de santé. C'est un exemple d'effet rebond. Oui, bonjour. Donc Christophe Wacheux, moi je travaille dans la recherche. Je suis enseignant-chercheur. Donc c'est plutôt une question pour Clémence Voreux. Je m'interrogeais, puisque vous avez donc deux questions en fait. D'abord sur les questions de quelle formation, etc. Où est-ce qu'on en était. Je voulais savoir si au cours de votre rapport, vous êtes aussi posé par exemple la question de ce qui pouvait être fait à l'étranger et de se comparer et de savoir si eux ils avaient été plus malins que nous ou pas, quoi, et où est-ce qu'ils en étaient. Ça c'est une première question. Deuxième question, alors moi il se trouve que je suis dans la recherche fondamentale, donc moi je touche jamais à des machines et j'ai aucune idée de à quoi ça peut ressembler. Et en fait, quand je suis pas en train d'écrire un papier, ce que je fais c'est que je me balade en conférence et je me posais la question, notamment parce que là hier on m'a rappelé que j'étais invité à une conférence à Shanghai et donc là je vais flinguer mon bilan carbone si j'y vais. Et je sais par ailleurs que j'ai vu des conférences qui étaient désormais maintenant organisées. Il y en a qui réfléchissent à faire des conférences délocalisées avec plusieurs centres pour pas rassembler, pour pas faire voyager les trois quarts de la conférence à l'autre bout de la planète, etc., etc. Est-ce que vous, dans vos discussions et quand vous êtes entretenus avec notamment les professeurs et tout ça, est-ce que vous avez senti que ces trucs-là pouvaient se développer? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un gisement, même si je pense que peut-être j'arrive peut-être que c'est très très mineur et marginal comparaison à simplement isoler correctement les facultés, quoi. Alors attends, quand tu dis ces trucs-là, c'est... Par exemple, réfléchir sur le fait d'être raisonnable, de faire des conférences où on ne déménage pas aux quatre coins de la planète parce que ça nous fait plaisir et que c'est joli et que voilà, quoi.
Pour commencer par cette question-là, finalement, les enseignants, ou direction d'établissement, ces personnes-là sont juste des gens normaux, donc c'est comme chez les citoyens, il y en a qui vont y penser en se disant bon, j'ai une semaine de vacances, est-ce que pour une semaine de vacances, je vais aller à l'autre bout de la terre, ou est-ce que pour une semaine de vacances, je vais aller en Bretagne. Voilà, donc finalement, c'est un peu la même chose, c'est que ça va dépendre des individus, de s'ils ont ça en tête, s'ils ont fait leur bilan carbone, s'ils ont un peu ces idées-là en tête. Donc on a rencontré des gens qui ont vraiment ça en tête, des enseignants qui ont dit je vais pas faire mon voyage scolaire à tel endroit, d'autres pour qui c'est pas du tout le cas. Ça se pose beaucoup pour les chercheurs, on connaît beaucoup de chercheurs qui se posent beaucoup la question de il y a une conférence à Hawaï, ça a l'air quand même super chouette, et forcément là, ça demande beaucoup de force mentale de dire j'y vais pas, tant pis, tout frais payé. Et voilà, donc ça c'est des questions qui se posent. Il y en a qui vont le prendre en compte, d'autres pas. Pour ce qui est de la comparaison avec l'étranger, au début, quand on a eu l'idée de ce projet, on voyait très grand. On avait envie de faire tout l'enseignement supérieur sur tout le monde dans le monde. On était persuadés qu'on allait trouver des partenaires dans les autres pays pour faire la même chose que nous chez eux, qu'on pourrait tout comparer. On était très optimistes. Alors on a dû vraiment revoir toutes nos attentes à la baisse. Donc on a dû sélectionner les établissements qu'on voulait regarder en France pour le faire bien. Et en même temps, à l'étranger, on n'a pas trouvé grand-chose parce qu'on n'a pas trouvé vraiment des acteurs ou des partenaires qui pourraient faire la même chose ou qui auraient les moyens de faire le même type d'études sur leur territoire. Voilà, donc on a eu du mal. Ce qui est certain, c'est que l'enseignement supérieur répond à des logiques propres de pays en pays. Donc c'est pas forcément totalement comparable à tous les niveaux. Et par ailleurs, en fait, même quand on a rencontré des enseignants ou des enseignants-chercheurs, au début, en fait, je posais assez systématiquement la question, et du coup, à l'étranger, est-ce que vous avez l'impression que ça se passe pareil ou différemment ? Et ils répondaient tous, j'en sais rien. Et vraiment, ils n'avaient pas la moindre idée, alors que je pensais que, je sais pas, peut-être ils en auraient parlé avec des collègues étrangers, et en fait, c'est juste ils ne savaient pas. Donc, étant donné qu'on n'avait pas de partenaire et que en fait, les parties prenantes du supérieur en France n'en avaient pas la moindre idée, on est un peu limité. Après, on a tendance à penser, il est un peu de notoriété publique que les pays scandinaves sont assez bons, mais plutôt sur l'éducation primaire et secondaire. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le supérieur, donc c'est pas forcément évident à évaluer. Mais ce serait super intéressant de regarder à un moment donné. Bonjour, Myrto Tripathi, Voix du nucléaire et Sommet des entreprises pour le climat. Ma question est pour Anaïs Roche. Il y a un levier qui nous paraît à nous très évident sur la culture, c'est le levier de l'influence, que ce soit du point de vue des contenus, donc c'est les scénaristes, les choix des diffuseurs, etc., j'imagine, et puis des personnalités du monde artistique et culturel elles-mêmes qui influencent de par leur personnalité. Or, cette population en général, alors c'est peut-être une catégorisation un petit peu généraliste et abusive, mais est quand même en général pas mal influencée par, en tout cas peut-être un peu plus, par des ONG environnementalistes, parfois assez politisées, et peut-être un petit peu moins réceptives au code des scientifiques sur des sujets comme ceux-là, sans aller jusqu'au cas extrême de Gwyneth Paltrow. Comment on fait pour s'assurer que ceux qui influencent les influenceurs les influencent avec des solutions qui ne sont pas, par exemple, ce qu'on a vu sur l'étude de l'ADEME, qui était qu'il y a quand même beaucoup encore de bêtises qui circulent, et que ces gens-là ont un tel pouvoir d'influence. Comment on fait pour s'assurer qu'ils influencent dans le bon sens ? Si j'ai été très claire, j'ai essayé. Oui, j'ai... Comment ? Bon, c'est vrai que... Non, mais je vais rebondir en faisant... en racontant l'anecdote, je ne sais pas si vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux que les fans de Beyoncé qui se disent véganes auront des réductions pour le prochain concert. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez l'influence, mais non, je ne sais pas comment il faudrait aller influencer ces personnes-là en question, ces leviers-là, dans les informant. Alors, c'est deux choses différentes. Bon, déjà, il y a l'idée que la culture, effectivement, est peut-être... effectivement, peut créer, en fait, peut influencer sur des modes de vie, créer des valeurs, etc. Elle n'est pas là... C'est un discours que revendiquent souvent les artistes, et qui ne sont pas là pour donner des solutions, parce qu'ils ne sont pas là non plus pour raconter, on va dire, la vérité, c'est-à-dire qu'ils ont droit à la fiction, dans leurs œuvres.
Et que l'idée, c'est justement d'aller toucher par les émotions, et pas, on va dire, par des chiffres. Enfin, voilà, il y a quand même en fait, cet aspect-là où la culture n'est pas forcément juste un support de communication, mais peut elle-même en fait, révéler, on va dire, la complexité du monde et peut inviter les gens à construire ensemble de nouveaux récits, à se projeter, à voilà, sortir un petit peu d'un cadre. Après, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a cet aspect-là et il y a le côté un peu people des gens qui s'appuient en fait sur leur réputation pour rejoindre des causes, que ce soit des causes environnementales, que ce soit d'autres causes, etc. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez un exemple de fake news ou de désinformation qui aurait été véhiculée par des stars cherchant à avoir de l'influence là-dessus. Alors, ouais, DiCaprio, il est pas mal. J'en ai deux, en fait. Donc, il y a l'exemple de Gwyneth Paltrow, qui est quand même assez connu pour tout ce qui est consommation, alimentation, santé, etc., qui a potentiellement fait pas mal de dommages, notamment aux États-Unis. Et puis, on a un exemple plus récent en France avec la pétition des 2 millions, avec Marion Cotillard, notamment, qui a signé. Et la pétition a insidieusement glissé dans le texte un parallèle entre le nucléaire et les énergies fossiles, sachant que les énergies fossiles, est extrêmement contributeur au changement climatique et que l'autre, le nucléaire, ne l'est pas du tout. Sauf que les 3 associations qui portaient le texte sont des associations aussi antinucléaires. C'est compliqué, hein. C'est de l'ordre aussi de médias. Juste pour un tout petit point sur les influenceurs dans le domaine de la santé. Je ne sais pas si ça pourrait être un levier, mais en tout cas, ça serait intéressant de regarder parce que, par exemple, vous avez eu en 2013 ce qu'on appelait le Angelina Jolie Effect. En fait, Angelina Jolie s'est fait une mastectomie bilatérale. Elle s'était fait retirer la poitrine parce qu'elle avait fait un dépistage de la mutation d'un gène BRCA1 et 2 qui pouvait lui donner le cancer du sein, potentiellement lui donner le cancer du sein. Et en fait, suite à la médiatisation de ce choix, de cette décision médicale, il y a eu une forte augmentation enregistrée de demandes de codage génomique, de dépistage génétique. Donc c'est Myriad Genetics, je crois, qui avait enregistré une hausse de 42% l'année qui a suivi donc de ce gène BRCA, l'année qui a suivi la médiatisation de la double mastectomie d'Angelina Jolie, qui dans la foulée a fait une double ovarectomie, donc qui s'est fait retirer les ovaires, parce qu'elle avait également, je crois, une chance sur 2 de développer un cancer des ovaires. Et en fait, les entreprises qui fournissaient à l'époque des données prédictives sur la potentialité de développer un certain type de maladie, ont été interdites par la FDA de poursuivre ces activités. Et aujourd'hui, elles ont juste le droit de donner la lignée génétique. Donc à l'époque, Angelina Jolie a embarqué avec elle nécessairement un certain nombre de femmes dans cette idée de dépistage systématique génétique et même dans cette idée de faire de la mastectomie préventive, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de cancer, il n'y avait pas de tumeur, et donc à se faire retirer des organes sains dans cette idée que peut-être un jour on développera un cancer, qu'on a plus de chances de développer un cancer que quelqu'un d'autre. Donc là, dans le cas présent de la santé, ce n'était pas directement lié au climat, mais on sait qu'il y a des figures publiques qui ont eu une incidence majeure sur le comportement de santé des individus. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait être lié aux questions climatiques. Valentin Lab, The Shift Project. J'aurais une petite question rapide sur la santé. Quels seraient les 3 principaux impacts du changement climatique sur la santé des personnes en France? 3 principaux impacts. Alors, sur la santé des personnes en France. Alors bon, le plus évident, c'est les événements extrêmes, parce que c'est le plus visible. Mais en fait, le plus impactant, ça sera probablement les maladies chroniques. Donc le développement de maladies chroniques liées au réchauffement climatique. Vous avez même le développement de maladies psychiatriques liées à des effets de réchauffement. Après, vous avez tout ce qui est maladies à transmission vectorielle, c'est-à-dire l'évolution de l'exposition à certains virus, enfin l'évolution des virus eux-mêmes.
dans notre environnement. Donc ça serait, pour l'instant en tout cas, les causes d'exposition majeures, il y a peut-être des personnes qui sont encore plus spécialistes que moi sur le sujet, qui pourront vous répondre. Ça serait les principales menaces, ça serait celle-là. Bonjour, Jacques Trainer, président du comité d'experts du Shift. Je voulais revenir sur un aspect moins stressant, enfin qui est quand même réel. Un complément à ce que disait Clémence sur l'enseignement supérieur. Au-delà des déclarations d'intention positives, les déclarations qui sont faites, on sent véritablement un frémissement chez les jeunes, chez les équipes d'enseignants, etc. Il y a vraiment l'idée qu'on a envie de faire quelque chose. Bon. Alors, au-delà de ça, il y a un critère très simple qu'on a un peu expérimenté dans les discussions qu'on a eues avec les gens, pour savoir si c'est réel ou si ça reste à la surface des choses. C'est de savoir si les gens, c'est-à-dire si les équipes d'enseignants, si les institutions, etc., sont prêtes tout simplement à dégager des heures pour faire un enseignement là-dessus, sur la problématique énergie-climat, en première année d'université ou en première année d'école d'ingénieur. C'est pas beaucoup. C'est 10 heures, c'est 20 heures sur 600 d'un cursus, mais ça apparaît comme un obstacle, mais qui vient tout de suite. C'est-à-dire, on commence à discuter, les gens disent oui, c'est vachement important, il faudrait le faire, etc., etc. Et on dit, bon, alors d'accord, et alors on réunit une équipe, etc., et puis on fait 20 heures d'enseignement là-dessus en première année. Ah non, ça, c'est pas possible, parce que si on donne des heures à ça, il faut les enlever ailleurs, et donc on le fera pas. Et ça, c'est le vrai obstacle. Et donc, c'est un critère extrêmement stringent, quoi, et vraiment très direct. Donc, s'il y a des gens ici qui veulent aller dans ce sens-là, c'est vraiment ça l'obstacle, et c'est vraiment par ça qu'il faut passer. Parce que si on fait ça, si on le fait véritablement, ça veut dire qu'on réunit des équipes d'enseignants qui sont prêts à faire ça. Et ces équipes d'enseignants, ils doivent faire un enseignement qu'ils ne savent pas faire pour le moment parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Et donc, il faut qu'ils mettent en place un cursus. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Il faut que chaque discipline dise jusqu'où il faut aller trop loin pour la compréhension de cette problématique-là. Donc, il y a des choses à élaborer. Et ça, c'est vraiment l'obstacle qu'on rencontre et qu'on va rencontrer, quoi. Mais ça se décoince. Ça se décoince. Il y a plein d'endroits où ça se fait. Et encore une fois, ce n'est pas en fin de cursus. Parce qu'en fin de cursus, c'est une espèce de supplément d'âme qu'on donne. Et ce n'est pas nécessairement péjoratif. C'est vraiment un supplément d'âme. Mais qui n'est pas structurant. Au sens où, si on fait ça au début, c'est l'état des lieux qu'on présente, qu'il s'agit de présenter. Les solutions, on verra plus tard dans les cursus, etc. Mais l'état des lieux, il faut le donner tout de suite. Bonjour, Arthur Papouin, je suis ingénieur dans le domaine pétrolier. Oui, c'est un gros mot, effectivement. Voilà, je voulais vous poser une question. C'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à faire entendre raison à l'État? J'entends par là de la nécessité d'agir sur tous les pans dans lesquels, là, pour l'instant, vous vous investissez, c'est-à-dire sur le climat, que ce soit vraiment un sujet pris à bras-le-corps, parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué de savoir où se mettre. Je vais essayer de m'expliquer synthétiquement. On parlait souvent d'une approche top-down, c'est-à-dire l'État était investigateur, je dirais, d'une mutation de société. On l'a vu par exemple aux États-Unis avec les chemins de fer. Ça a tout développé et beaucoup d'autres choses encore, beaucoup d'autres exemples. Là, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que maintenant on est en bottom-up? Est-ce qu'on attend que ce soit les citoyens, la population que nous sommes, qui devons nous réveiller et faire quelque chose? Lorsque je vous ai écouté, chacun d'entre vous, j'ai entendu qu'il y avait peut-être une forme de frustration chez certains des gens avec lesquels vous avez travaillé. Parce qu'on se rend compte de ce qui se passe, on se rend compte des enjeux, mais beaucoup pourraient vous dire, on a l'impression de rien pouvoir faire. C'est-à-dire on fait des choses, mais on a l'impression de ne pas être aidé tout là-haut. Et c'est un petit peu tout le problème, et c'est justement la question qui vient et que je viens de vous poser, c'est de savoir où est-ce que nous, on se place maintenant. Est-ce qu'on va être entendu? Est-ce qu'on a les capacités d'être entendu?
Et comment allons-nous faire? Parce qu'on a des envies, on est tous, je pense, conscients de ce qui se passe, des changements, même les gens qui travaillent dans le pétrole, effectivement, même eux, même les gens qui travaillent dans le nucléaire, et j'ai beaucoup d'amis et de collègues qui sont un peu partout. On est tous conscients, on répond effectivement à des besoins. Aujourd'hui, on demande de l'énergie, donc on essaye de la produire et répondre à ces besoins, mais ce n'est pas pour autant qu'on se dit qu'il ne faut pas qu'on change beaucoup de choses. On a actuellement, et là je pars un petit peu trop en politique, mais on a actuellement un président, on est à la 5e République, et ce qu'on attend normalement d'un président, c'est qu'il se mette hors de la mêlée et qu'il investigue pour donner justement des grandes voies, des voies de développement pour son pays et pour ses citoyens. Et le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on ne sait pas trop où on va. Du point de vue énergétique, qui est quand même un énorme point central pour le pays, pour la géopolitique. Qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas de nucléaire alors qu'on produit l'électricité à plus de 75% grâce au nucléaire, qui est une énergie décarbonée. Monsieur Jancovici peut-être pourra ressouligner ça, mais c'est un tabou. J'ai vu le Premier ministre venir donc à un événement fait par EDF au Grand Palais et qui n'a pas osé s'approcher d'EDF, pourtant pour lequel il y avait justement des parts de l'État. Et je dirais qu'il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres exemples qui montrent qu'on ne sait pas où on se place, quels sont vraiment les axes d'avenir, à quoi on s'attend. En fait, on marche sur des œufs et c'est un petit peu difficile. Et voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Désolé, c'était un petit peu long. Merci. Je ne sais pas s'il y a de réponse facile. Moi, j'ai choisi de contacter un think tank que vous connaissez peut-être, ça s'appelle The Shift Project. C'est la théorie des corps intermédiaires. Effectivement, seul à battre le pavé, je n'avais pas l'impression d'être particulièrement efficace. Et seul dans mon milieu professionnel, je ne me sentais pas non plus la légitimité. La légitimité, vous savez ce que c'est, hein, c'est l'autorité tacite, en fait. Donc faire autorité dans son domaine professionnel sur des questions qui ne sont pas évidentes, trouver un moyen de le faire en étant avec des personnes qui sont peut-être un petit peu plus légitimes que vous sur ces questions-là. Voilà. Bon, vous avez la voie que j'ai empruntée, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je vais... Pardon. Non, mais moi je voulais faire un petit commentaire là-dessus et puis faire le lien avec, puisque Clémence était dans le même bureau que moi, donc elle pourra s'en souvenir, donc je vais oser dire une horreur. Mon sentiment depuis que je fréquente des politiques sur les 20 dernières années, c'est qu'on est progressivement passé dans le monde politique de gens qui avaient un projet à des gens qui ont quelques marottes et pas de projet. Donc en gros, dans le monde politique, ils se considèrent comme des exécuteurs testamentaires de la volonté citoyenne et donc ils renvoient la balle aux citoyens. L'exemple le plus magnifique, c'était Ségolène Royal avec Désir d'avenir. Donc en gros, mettez-moi dans la hotte du Père Noël tout ce dont vous avez envie et puis ça sera mon programme politique. Bon, merveilleux. Et c'est malheureusement assez emblématique d'une large fraction du monde politique. Donc ils ont quelques marottes. Donc par exemple Macron, il a une marotte, c'est le déficit budgétaire. Voilà. Il a 2 ou 3 autres marottes, puis sinon il n'a rien, quoi. Je veux dire, il est en roue libre, ce jeune garçon. Mais il est très représentatif de sa classe politique. Très très représentatif. Alors l'anecdote que je vais raconter, on était avec Clémence et Marion dans le bureau du conseiller enseignement supérieur de l'Élysée, à qui on était allé porter une lettre des étudiants qui ont initié le manifeste pour un réveil écologique, et puis lui parler de ce genre de sujet. Et il nous a dit, je ne ferai rien, je ne peux rien faire, c'est au président d'université de faire. Voilà, fermez le banc. Et c'est très... voilà, donc c'est pour ça, là, il y a un petit lien avec la table ronde, donc c'est très représentatif. Et en gros... la réponse la plus classique qu'on a dans le monde politique, c'est celle-là. Alors il y a une difficulté qui est celle qu'on essaye d'aborder au Shift aussi, donc c'est pour ça que je rebondis sur ce qu'a dit Laurie sur les corps intermédiaires, c'est que ces gens-là, par ailleurs, il faut voir qu'il n'y a souvent pas de lien entre un mandat politique et la compétence technique préalable. On en a quand même eu une ribambelle qui correspondait à ça. Donc c'est un peu comme si dans le monde économique, on décidait que Pouyanné, demain il va vendre des chaussures, et puis dans 1 an il va faire des petits pois, et puis dans 2 ans il va vendre des assurances. D'accord ? C'est à peu près ça. Bon. En général, malgré tout le mal qu'on peut dire de l'entreprise, il y a au moins un truc qu'ils ne font pas, c'est ça. Bon. Donc dans le monde politique, ça gêne personne. Donc voilà, donc le
le sujet dans le monde politique, c'est que ces trucs-là qui demandent une base technique extrêmement nourrie, et qui demande par ailleurs d'avoir ce qu'on essaye de faire ici, une vision un peu cohérente, et puis on prend le problème par tous les bouts. Alors donc aujourd'hui on s'est dit en silo ça marche pas, on va prendre en transverse, voilà. Ça n'existe pas du tout dans ce monde-là. Voilà, donc, donc effectivement, vous avez raison, moi je partage cette expression de désarroi, mais aujourd'hui il faut qu'on fasse avec, parce que malheureusement on fait avec ce qu'on a, et en face on a ce qu'on a, quoi. À moins qu'il y ait encore une réaction à la table, je pense qu'on va vous reproposer du café, mais je crois qu'il y avait quelques... Non ? Clémence ? Non, je veux juste aller au-delà de ce qu'a dit Jean-Marc. Ils ont dit non seulement il faut que ce soit au président d'université de faire des choses, mais ils ont dit par contre continuez ce que vous faites, c'est super. Voilà, c'est ça, faites mon boulot. Donc c'est quand même, c'est un État très libéral. Donc voilà, il y a aussi cette dynamique, cette dimension à prendre en compte. Non, c'était simplement pour réagir, mais là on n'a plus trop le temps. Mon avis, je rejoins exactement ce que disait Laurie à titre individuel. Après, la culture est déjà ce qu'elle est au sein du gouvernement, avec un budget qui est ce qu'il est. Sachant que la priorité, c'est clairement le numérique à tout va, qui est synonyme de créativité, innovation. Le développement durable, comme dans tous les ministères, il y a une haut fonctionnaire au développement durable. Qui mène des actions dans le cadre qui est celui qu'elle a, avec le budget qui est celui qu'elle a. Mais voilà, après, c'est vrai que effectivement, les initiatives, elles sont plutôt d'ordre citoyen, elles sont plutôt... mais on retrouve les mêmes éléments partout. Et là où, justement, on parle d'autonomie des universités, des écoles, etc., dans la culture, c'est pareil. C'est-à-dire que les établissements publics ont une relation très compliquée à leur tutelle. Et donc c'est un peu là que se trouve un petit peu, où il se renvoie la balle en fait, pour la faire courte. Donc nous la balle on l'a saisie et on essaie d'y travailler quoi. Et puis Alexia, si tu veux conclure, je pense qu'on va, non je pense pas, il va vraiment falloir qu'on prenne un café et qu'on se rassoie 10 minutes après, donc ça va être un peu court. Je conclus. Merci à tous. C'était très intéressant.